C'est un procès dont l'onde de choc a retenti bien au-delà de San Francisco. Au cœur de l'été, la scène s'est déroulée au tribunal fédéral de la ville, dans une salle d'audience où se jugent habituellement de simples litiges commerciaux. Le géant de l'agrochimie Monsanto face à un jardinier de la côte ouest atteint d'un cancer incurable. Un jugement historique. Pour la première fois, la justice considère officiellement un herbicide à base de glyphosate comme la cause d'un cancer. Le produit Roundup ou Ranger Pro est-il une cause majeure du préjudice physique de M. Johnson? Réponse oui. Une condamnation et une amende record. Quel montant de dommages et intérêts accordez-vous à M. Johnson? Réponse 250 millions de dollars. Depuis cette victoire judiciaire, l'homme qui a fait plier Monsanto fuit les médias. Le jardinier, en phase terminale à 46 ans, refuse chaque semaine des centaines de demandes d'interview. Entre 2 séances de chimiothérapie, il a décidé de sortir du silence. Exceptionnellement, pour notre caméra, il va se livrer longuement. Je sais qu'en Europe et en France, vous avez tous entendu parler du problème. Et maintenant, je fais partie de l'histoire. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler, parce que chez vous, vous connaissez l'enjeu. Avec un peu de chance, mon histoire avec le glyphosate pourra servir de leçon, éviter à des enfants d'être en contact avec ce truc. Certains disent que je suis comme David contre Goliath, une sorte de Gandhi. Et tout ça, ça m'aide vraiment pour mon cancer. Cette énergie est super positive. Pendant que je vous attendais, je ne pouvais plus tenir en place. Et en même temps, je ne me sens pas bien. Mes pieds me font souffrir, j'ai des lésions partout sur mon corps, toute ma peau est rongée. C'est douloureux? Ça, c'est supportable. Mais ça finira par me tuer. C'est comme une brûlure au 2e ou au 3e degré. Et je perds ma peau aussi. Ensuite, ça devient comme ça. Tellement dur à soigner. Regardez ça. Et c'est pareil sur tout votre corps? Non, pas partout, mais sur certaines parties. C'était pire encore sur mes jambes. Vraiment terrible. Je dois aussi porter des vêtements spéciaux. Je ne peux pas mettre un t-shirt normal en contact avec ma peau. Impossible. Pourquoi? Ça fait trop mal? C'est comme si on me raclait par terre. Depuis 2012, Johnson était jardinier dans plusieurs écoles primaires de Californie. En haute saison, il lui arrivait d'asperger plus de 500 litres de glyphosate par jour. À l'époque, j'avais toujours une partie du visage qui n'était pas protégée ici. J'avais des lunettes, un masque, mais mes joues étaient à l'air libre. Ici et ici. Donc, quand je vaporisais, dès qu'il y avait du vent, j'en prenais plein le visage. C'est pour ça qu'on passait notre temps à se rincer, parce qu'on savait qu'on était exposé. Et ça m'est arrivé d'en avoir directement sur le corps. Le liquide était rentré à l'intérieur, dans ma combinaison. Dès qu'apparaissent ses premières lésions en 2014, les médecins lui diagnostiquent une forme agressive de lymphome non-Hodgkinien et un cancer de la peau. Pourtant, Johnson reprend son travail de jardinier municipal dans les écoles, car le service client de Monsanto, qu'il appelle à 2 reprises, estime que l'herbicide n'y est pour rien. Son état empire à vue d'œil. Déjà malade, il va continuer pendant 1 an à inhaler du glyphosate. Je détestais ce Roundup, mais je n'avais pas le choix, j'étais obligé, c'était mon boulot. Mon seul moyen de payer mon loyer et de nourrir mes enfants.
Et si Monsanto vous avait dit au téléphone que votre cancer pouvait être lié au Roundup? Si quelqu'un m'avait dit qu'il y avait le moindre risque pour moi ou les enfants de l'école, bien sûr que j'aurais tout de suite arrêté de vaporiser ce truc. En face, Monsanto ne s'estime ni coupable ni responsable. La firme a fait appel de sa condamnation. En attendant, elle devra lui verser une amende réduite à 78 millions de dollars. Votre motivation n'est pas que l'argent, j'imagine. C'est tout sauf l'argent. Mon but, c'est d'établir les faits. Mais l'argent ne vaut rien pour moi parce que je suis en train de mourir. Je préférerais avoir mon salaire, une belle peau, faire du skate, de la moto, partir en vacances avec ma famille. Mes enfants et ma femme, eux, ont besoin d'argent, car leur vie est devant eux. Mais moi, c'est fini. Je veux juste vivre un peu avant de mourir. Cet argent ne suffira jamais. Ce père de deux jeunes enfants espère que son histoire servira d'exemple. Car elle est, selon lui, la preuve que Monsanto a caché la dangerosité de ses produits. J'essaie de te l'envoyer sur la pelouse. Tout est public maintenant. On a prouvé leurs erreurs. Espérons que ces gens vont arrêter de mentir et que les choses changent enfin. Si Dwayne Johnson a gagné son premier combat judiciaire, c'est parce que l'an dernier, un vaste scandale a éclaté aux États-Unis. La fuite des Monsanto Papers. Une divulgation de milliers de documents accablants. D'innombrables rapports internes, des courriels, des textos déclassifiés qui montrent comment depuis 30 ans, la firme a flirté avec la désinformation, influencé la science et orienté l'opinion. Une fabrique du doute rigoureusement organisée pour tenter de construire un mythe, celui d'un glyphosate qui serait inoffensif. Tout est parti de l'État du Kansas, le grenier des États-Unis. Au royaume de l'agro-industrie vit l'une des pires ennemies de Monsanto. Monsanto est au cœur de notre production alimentaire. Donc c'est notre devoir de divulguer la vérité sur leurs pratiques. Journaliste économique, devenue responsable d'une association de consommateurs, Carrie Gilliam a été à l'origine des toutes premières fuites de documents, il y a 3 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle les Monsanto Papers. Alors évidemment, il n'y a pas tout ici. J'en ai encore d'autres cachés là. Et là. Vous avez obtenu combien de documents? J'ai dû en avoir des milliers, des dizaines de milliers. Et vous avez réussi à tout lire? Je pense que oui. J'ai passé pas mal de temps assise ici à lire ces pages. C'est devenu mon passe-temps favori. Carrie Gilliam a d'abord obtenu que la justice déclassifie des archives de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement. Elle y découvre l'influence de Monsanto sur le régulateur américain, qui a toujours classé le glyphosate comme inoffensif. Ça, c'est une des premières études de l'EPA datant de 1984. Elle dit au départ que le glyphosate cause des tumeurs cancéreuses. Mais on voit que sous la pression de Monsanto, les grands chefs de l'agence ont décidé de désavouer leur propre toxicologue. Page après page, elle décèle aussi l'inquiétude de certains scientifiques de l'agence. Ça, c'est une lettre écrite par une scientifique de haut rang de l'EPA qui accuse son responsable de collusion avec Monsanto.
Il aurait modifié des décisions de l'EPA en faveur du glyphosate. Elle lui écrit « Il est quasi certain que le glyphosate cause le cancer. Pour une fois dans ta vie, arrête tes petits jeux politiques avec la science pour favoriser des firmes comme Monsanto. Fais les choses bien. » Elle raconte qu'elle est en train de mourir du cancer et qu'elle ne veut pas emporter ça dans sa tombe. C'est une lettre incroyable. Vous savez, j'ai enquêté sur beaucoup d'entreprises depuis 30 ans et je suis devenue un peu cynique. Je sais que les gens trichent, mentent, font des choses non éthiques. Mais là, c'est vraiment scandaleux. Suite à ces premières révélations, de puissants cabinets d'avocats vont obtenir la publication des archives internes de Monsanto. On y découvre que la firme avait elle-même commandé une étude sur les dangers du Roundup en 1999. On voit qu'ils avaient engagé un scientifique nommé Dr Parry. Mais ça s'est retourné contre eux. Parce que Parry a trouvé des raisons d'être inquiet et l'a écrit à Monsanto. Et qu'est devenu ce dossier Parry? Ils l'ont enterré. Ils ne l'ont envoyé ni au régulateur, ni à personne. Que s'est-il passé avec les découvertes du professeur Jim Parry? Munis des documents de Carey Gilliam, nous sommes partis sur les traces du scientifique censuré par Monsanto. Jim Parry ne peut plus témoigner. Il est mort en 2010, après 40 ans d'une brillante carrière à l'université de Swansea, au Pays de Galles. Nous avons retrouvé son meilleur ami. Comme Jim Parry, le docteur Ray Waters a consacré sa vie à la recherche en toxicologie. Il était une des flèches plus fortes au niveau de toxicologie génétique au niveau mondial. Il était le président de la Mutagen Society de Europe. Quelqu'un qui a supervisé à peu près 70 étudiants qui ont fait leur thèse avec lui. Jim était quelqu'un qui était très honnête, avec une réputation qui était très forte, et il était toujours quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'il pense. Avec nous, il va découvrir les travaux que son ancien collègue avait remis à Monsanto. Les conclusions que Jim a faites sont très claires. Un rapport couvert par le secret commercial pendant 18 ans, qui conclut que le Roundup pourrait provoquer des lésions dans l'ADN. Quand je lis le rapport de Jim, ça me paraît très clair qu'il avait décelé un problème. Du coup, il a demandé à Monsanto de faire des études complémentaires pour déterminer si l'usage du Roundup était vraiment sans risque. Mais Monsanto a décidé de ne pas faire ces expériences. Les cadres de Monsanto semblent même paniqués par l'attitude du chercheur gallois, d'après leur courriel, aujourd'hui déclassifié. Afin de faire changer la position du docteur Parry, ça, déjà, c'est vraiment une formule bizarre. On ne peut pas changer la position de quelqu'un si ses recherches concluent qu'un produit est génotoxique. Si vous avez un problème avec un produit, vous modifiez le produit. Vous ne modifiez pas les tests. Mais à la place, Monsanto a continué à vanter les vertus de son herbicide. Pour nourrir les hommes, Dieu créa les champs, les blés, les vignes, les prairies, et les hommes se mirent à cultiver. Un jour, Monsanto créa Roundup. Ce fut providentiel. En France, Monsanto a été condamné pour publicité mensongère en 2009. Roundup, le premier désherbant biodégradable. Une longue décennie après les mises en garde de Jim Parry, tombé aux oubliettes. Car Monsanto a préféré se passer des services du chercheur, à en croire ses autres échanges. Dans cet email, ils écrivent « On doit trouver quelqu'un qui puisse influencer les décisions des régulateurs. Et d'après nous, Parry n'est pas la bonne personne. Cela nous prendrait trop de dollars et d'études pour le convaincre. » C'est surréaliste.
Je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi énorme. Ils écrivent noir sur blanc qu'ils vont ignorer les conseils de Jim parce qu'il n'est pas le genre de scientifique prêt à dire ce qu'ils veulent lui faire dire. Je suis tout sauf un écologiste ou un activiste, mais je n'aurais jamais cru qu'une multinationale comme Monsanto puisse agir de la sorte. C'est incroyablement malhonnête et surtout incroyablement stupide. Un rapport interne étouffé, mais Monsanto s'est aussi démené pour détruire certaines recherches indépendantes. Les Monsanto Papers révèlent que la firme est allée très loin pour anéantir une des enquêtes les plus dérangeantes publiées sur le Roundup. C'était une étude menée par un chercheur français. À l'université de Caen, Gilles-Éric Seralini a voué sa vie à l'étude des herbicides à base de glyphosate. On dit le Roundup, on devrait dire les Roundup, parce qu'en fait, il y en a des 400 à peu près dans le monde, si c'est pas plus. Ce professeur de biologie moléculaire s'est senti broyé par Monsanto. Vous avez même respecté l'environnement avec un oiseau. Plusieurs de ses expériences ont mis au jour les effets néfastes du glyphosate. Celle qu'il a publiée en 2012 dans la revue Food and Chemical Toxicology a provoqué un scandale mondial. Une étude choc qui renverse les perspectives sur les OGM. 3 ans de recherche menée dans le plus grand secret sur des rats. Seul un journaliste qui filmait tout était dans la confidence. Ici, c'est le cœur de l'expérience. Des images qui vont choquer. Le grand public découvre que le maïs OGM, traité au Roundup, aurait empoisonné des animaux au point de les déformer. C'est anormal, c'est une grosseur anormale. Moi, j'ai été complètement sidéré par ces résultats. Les rats mouraient d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque, avant même que les tumeurs ne donnent beaucoup de cancer. Nous avons publié la plus grosse quantité de recherche scientifique qui nous permet de savoir que le Roundup est de manière chronique et à très faible dose un produit mortel. Et même on a très faible dose. À 0,1 microgramme par litre, c'est-à-dire à la dose autorisée dans l'eau du robinet. Mais le professeur Seralini s'est attaqué à plus fort que lui. Il subit un contre-feu nourri. Présenté comme un chercheur militant sans rigueur, il est ridiculisé et perd à l'époque toute crédibilité en subissant une sanction rarissime. Son étude finit par être rétractée par la revue qu'il a publiée. Vous aviez déjà eu, vous, une rétractation de Non, c'est la seule fois de ma carrière, bien sûr. J'ai publié plusieurs centaines de fois. Ça fait quoi d'avoir une étude qui est barrée en rouge du mot « retracted » comme ça? Le jour où c'est arrivé, c'était 5 ans d'efforts. Je pensais que tout s'écroulait, quoi. Les agences ne pouvaient plus prendre en compte cette étude parce qu'une étude non publiée ne vaut rien. C'est-à-dire que la conséquence directe de la rétractation, c'est que votre étude, c'est comme si elle n'existait pas. C'est comme si elle n'existait pas. Même si tout le monde peut la lire, au niveau réglementaire, elle n'existe plus. La sanction suprême a été décidée par Wallace Hayes, éditeur en chef de la prestigieuse et très respectée revue. Il invoque des conclusions insuffisamment probantes. Un motif de rétractation inédit dans l'histoire des publications scientifiques. C'est pas une étude assez longue, assez détaillée, avec assez de rats. C'était l'étude au monde qui avait le plus de rats. Jamais fait avec un pesticide donné à des doses environnementales, avec 100 000 paramètres mesurés. Donc on voyait leur malhonnêteté intellectuelle. Mais par contre, je ne savais pas que c'était des liens aussi directs de paiement, de compromission. Je leur donnais toujours le bénéfice du doute. Le professeur Seralini a mis des années à comprendre. D'après lui, son chef était en fait un agent double. Dans les Monsanto Papers apparaît un accord secret entre Wallace Hayes et Monsanto. Un contrat de 16 000 $, signé le 21 août 2012, 30 jours avant l'étude Seralini. Quand on découvre qu'en fait il a été payé par Monsanto, j'explose de haine parce que, non pas pour ma carrière et tout ce que j'ai vécu, mais parce que ça veut dire qu'il a été intentionnellement criminel. Parce que vous vous rendez compte que de faire retirer cette étude, ça veut dire maintenir le produit sur le marché et pas le faire prendre en compte par les agences réglementaires, et que pendant ce temps, le produit continue à empoisonner la terre entière sans qu'ils sourcillent un instant, alors qu'ils savent qu'ils sont de mauvaise foi. Depuis,
D'autres expériences ont contredit l'étude Seralini. Pour Monsanto, le contrat du directeur de revue serait une coïncidence. Wallace Hayes poursuit sa carrière de toxicologue en Floride. Il n'a pas grand-chose à nous raconter sur ses états de service pour l'industrie. Je fais pas de commentaires. Combien de scientifiques auraient œuvré en coulisses pour Monsanto? Dans son entreprise de désinformation, la firme de Saint-Louis aurait convaincu certains des chercheurs les plus influents de la planète de se compromettre. Dans ses archives, on retrouve massivement la trace d'un mot tabou. Le ghostwriting, l'écriture fantôme. C'est une technique qui est utilisée de manière régulière par Monsanto. Stéphane Foucard, journaliste au Monde, est le premier en France à avoir exploré les Monsanto Papers. Le ghostwriting, c'est une pratique éditoriale qui consiste pour une entreprise, pour les toxicologues d'une entreprise, à écrire une étude ou un article qui est voué à être publié dans la littérature scientifique et à le faire signer, à le faire endosser par des chercheurs indépendants ou présentés comme indépendants que l'on paye pour qu'ils endossent ce texte. Si vous êtes Monsanto et que vous dites que votre produit est formidable, personne ne vous croira. Si vous êtes un professeur qui n'a pas de lien annoncé avec Monsanto et que vous dites qu'un produit de Monsanto est formidable, eh bien vous avez beaucoup plus de crédibilité. Au club des honorables scientifiques ayant vendu leur nom à Monsanto, le professeur Henry Miller, célèbre biologiste américain, chercheur à Stanford. Tout commence en 2015, quand le CIRC, agence des Nations Unies, décide de classer le glyphosate comme cancérogène probable. Le 12 mars, un employé de Monsanto, Eric Sachs, organise la contre-attaque par ce mail adressé à Henry Miller. Henry, ça vous dirait d'écrire sur le CIRC, ses méthodes et sa décision controversée? J'ai des éléments et je peux vous les donner si besoin. Eric. Je pourrais si je pars d'un brouillon de haute qualité. Voici notre brouillon. Pas tout à fait fini, mais un bon début pour votre plume magique. Le 23 mars, le très influent magazine Forbes publie en ligne l'article signé Miller, depuis supprimé. Une retranscription quasi mot pour mot du brouillon de Monsanto. Le style, les formules, jusqu'au titre, copier-coller. Nous avons fait le calcul, 85% du texte a été rédigé par Monsanto. Les 15% de Miller sont quelques synonymes, des corrections grammaticales et cette virgule rajoutée. Mais alors, combien a gagné Henry Miller pour cet article qu'il n'a pas vraiment écrit? Il nous a fallu courir après le professeur à la plume magique, jusqu'à sa banlieue chic de San Francisco. On voudrait vous parler des articles que vous avez publiés pour Forbes. J'ai déjà expliqué que je n'avais rien à dire. Il serait possible de savoir ce que vous avez écrit vous-même ou qui les a écrits pour vous? Je les ai écrits moi-même, c'est bien moi. Mais vous avez vu ces mails? Comme Miller, une dizaine de scientifiques suspectés de ghostwriting ont refusé de nous rencontrer. Jusqu'à ce petit miracle. À notre grande surprise, nous avons fini par obtenir rendez-vous à Londres avec un des plus grands toxicologues du Royaume-Uni. Le docteur David Kirkland a accepté de nous voir, à condition que nous lui payions son aller-retour dans la capitale anglaise, en business class. Vous avez fait bon voyage? Super. En 2016, David Kirkland a co-signé une synthèse majeure concluant à l'innocuité du glyphosate, dont l'indépendance est aujourd'hui contestée. Le chercheur ne supporte pas que son image soit ternie. Vous réalisez que dans toute cette histoire, vous avez le rôle du méchant? Oh oui, je le sais. Mais je pense que ma réputation seule suffit à démentir toutes ces accusations. Rien n'est justifié. Il n'y a aucun élément contre moi. Apparemment, Dr Kirkland est loin de se douter que nous avons retrouvé toutes les preuves que son texte a été en partie rédigé par Monsanto. Il y a d'abord ce PowerPoint de 2015, où l'on voit que la firme a organisé des réunions pour préparer en douce
une grande étude collective. Parmi les scientifiques jugés crédibles par Monsanto, Kirkland. Budget prévu pour l'ensemble du panel d'experts, 200 à 250 000 $, en fonction de ce qui pourra être écrit par Monsanto. Et ce n'est qu'un début. Il y a du glyphosate dans ce parc? Sûrement, je sais pas. Ce n'est pas dangereux pour l'écureuil? Apparemment, ça ne lui a pas fait de mal. Il est toujours vivant. La préparation de l'étude bidon est aussi évoquée par mail entre deux hauts responsables de Monsanto. Nous pourrions ghostwriter le passage sur la génotoxicité. On pourrait ajouter le nom Kirkland sur la publication. Il n'aurait plus qu'à signer et à poser son nom, pour ainsi dire. David Kirkland veut d'abord nous faire croire que ce projet de Monsanto n'a jamais été mis à exécution. Tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir face à vous, vous regarder les yeux dans les yeux et vous dire « ça n'est pas arrivé ». Je travaille depuis 40 ans. J'ai une réputation à défendre. J'ai le respect des régulateurs, des académies, des scientifiques. Cela n'aurait pas servi mon image. Toutes les études que j'ai signées n'ont jamais été écrites, ni même influencées par Monsanto. Est-ce que vous reconnaissez ce document? Oui. C'est une synthèse que vous avez coécrite. Est-ce que Monsanto a modifié ce texte? Non. Pas du tout? Personne de chez Monsanto n'a eu la moindre influence sur cette étude. Aucune. Parce que nous avons trouvé quelque chose de vraiment bizarre. Ça, c'est un mail d'un responsable de Monsanto disant « J'ai passé en revue l'ensemble de ce document. J'ai indiqué ce qui doit rester et ce qui doit être enlevé. » En pièces jointes, un document Word avec dans la marge une cinquantaine d'annotations d'un certain William Hedens, directeur de la sécurité des produits chez Monsanto. Il demande lui-même à ce que des phrases soient rajoutées, d'autres supprimées. Des remarques prises en compte dans le texte final par des experts se disant indépendants, qui ont tous signé une déclaration d'intérêt certifiant qu'aucun employé de Monsanto n'a revu leur manuscrit avant parution. On a la preuve que Monsanto a modifié beaucoup de paragraphes. Et vous avez certifié le contraire. C'est problématique, non? Ok. Où voyez-vous des commentaires de Monsanto? Regardez, cette phrase supprimée par les auteurs doit rester. Mais qui écrit ça? William Hedens. WH. Eh bien, je ne savais pas que c'était arrivé. Je n'avais jamais vu ce document avant. Je ne sais pas d'où ça vient. Je voudrais juste que vous nous disiez la vérité. Vous avez la moindre preuve qu'une partie de notre texte a finalement été supprimée? Oui, regardez ça, par exemple. Les auteurs ont accepté de l'enlever. Ok, juste une phrase? Ça ne change rien aux conclusions? Mais vous avez certifié qu'aucun employé de Monsanto n'avait passé en revue le manuscrit des auteurs avant publication. Je ne sais pas de quand date ce que vous me racontez. Mais à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que peut-être un employé de Monsanto, je crois que c'était William Hedens, avait apporté un petit peu d'éléments de contexte. Quelques toutes petites phrases en introduction. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Écoutez, on arrête tout, parce que je ne veux plus parler de ça avec vous. Maintenant, vous me donnez toutes vos images, parce qu'elles ne seront jamais diffusées. Je ne vous l'autorise pas. Du bout des lèvres, le docteur Kirkland a fini par admettre qu'il savait bien que le texte avait été retouché par Monsanto. Vous m'avez offert la chance de blanchir mon nom, et maintenant vous me traînez dans la boue? Je ne l'accepte pas. Je veux une copie de vos images, et vous éteignez tout maintenant. Après ce tournage, David Kirkland a longuement étudié nos preuves. Il a ensuite, avec les autres experts, publié un mot d'excuse et un correctif, reconnaissant des interventions mineures de Monsanto. En attendant, cette vaste étude, favorable au glyphosate, reste une référence de la recherche indépendante pour les régulateurs du monde entier.
À Los Angeles, nous retrouvons le professeur Seralini. Le chercheur français, dont l'étude sur les rats a été rétractée, tient sa revanche. Celui qui fut la risée du monde scientifique a rendez-vous avec les avocats du jardinier californien, en procès contre Monsanto. Moi, je n'étais pas fait pour combattre une industrie. Je ne suis pas contre l'industrie, mais je suis contre la fraude criminelle qui fait que tous les gens sont malades et qu'ils organisent une science de pacotille et de malhonnêteté. Il est attendu comme le Messie au cabinet Baum, un des plus puissants au monde en matière de class action. Hello, Lehman. How are you? On est ravis de vous recevoir. Enchanté. Bravo pour votre travail. Plus de 6 heures de discussion confidentielle pour étudier la possibilité de porter son conflit avec Monsanto devant les tribunaux américains. Ils atteignent la santé publique en ne disant pas toute la vérité et en distordant la réalité scientifique de manière organisée. Vous voyez, j'en ai toujours eu le sentiment, je l'ai toujours dit, là j'en ai les preuves. On pourrait porter plainte pour à la fois diffamation, fraude, atteinte à ma réputation et à mon travail, de manière à cacher la réalité, oui. Bientôt un client de plus pour ce cabinet. Aux États-Unis, plus de 10 000 malades du cancer se sont joints à la class action contre Monsanto. Chaque jour, on a de nouveaux clients. Des gens qui se disent « J'ai été exposé au Roundup et j'ai un cancer, je dois attaquer ». Mais si tout le monde gagne, ça va mal finir pour Monsanto. Ils feront faillite. Ils n'existeront même plus. C'est pour ça que je ne comprends pas leur attitude. Ils pourraient venir nous voir et accepter de s'occuper de toutes ces familles malades. Mais non, ils veulent se battre. Eh bien, on va continuer à aller devant les tribunaux, gagner des centaines de millions de dollars. On va continuer à les fracasser jusqu'à ce qu'ils disent « Ok, pardon, on va régler le problème ». Aucun employé de la firme, cité dans les Monsanto Papers, n'a répondu à nos sollicitations. À la place, nous avons été contactés par les responsables communication de Bayer. Le géant pharmaceutique, qui vient de racheter Monsanto, nous a proposé une interview de Franck Garnier, président de Bayer France. Est-ce que votre vie de PDG de Bayer est plus compliquée depuis que vous avez racheté Monsanto? C'est une question? Oui. Je vais être honnête. Ouais. Souriant, Franck Garnier veut jouer la transparence, sans renier le passé de Monsanto. Un exercice de communication périlleux, immortalisé par le caméscope du service presse de Bayer. Ce que je peux vous dire, c'est que ce genre de pratiques n'existe pas et n'existeront jamais chez Bayer. Et est-ce que vous condamnez ces pratiques qui ont eu lieu chez Monsanto à l'époque? C'est évident que pour moi, après ce que je viens de vous dire, pour moi, on a des comportements qui sont très clairs et ces comportements n'existent pas chez Bayer et n'existeront pas par la suite. Mais vous avez du mal à nous dire ce que vous pensez des pratiques qui ont existé chez Monsanto à l'époque. Mais ces pratiques, d'abord, elles ne sont pas prouvées. Encore une fois, là, on a tous les mails qui montrent, on parle de ce manuscrit pourrait être initié par Monsanto comme ghostwriter. Ghostwriting, rapports enterrés, affaire Seralini. Nous avons évoqué tous les dossiers avec Franck Garnier, documents à l'appui. Vous pouvez prendre, si vous voulez, 30 secondes pour le lire. Ce document, il est assez clair. Avec comme seule réponse les mêmes éléments de langage. Enfin, c'est une allégation. Ce document que vous me montrez, je peux pas savoir s'il existe réellement, si c'est une copie. Quand on parle de... Il est dans le dossier judiciaire, il a été déclassifié par la justice américaine, il est librement consultable sur Internet. Est-ce que c'est un document qui vous choque? Ces pratiques sont totalement exclues des comportements et des valeurs du groupe que je représente. Et donc il va falloir en une demi-heure d'entretien, vous les condamnez, ces pratiques? Le PDG de Bayer n'a jamais clairement condamné les agissements de sa nouvelle filiale et continue de contester le caractère cancérogène du glyphosate. Un déni insupportable pour les potentielles victimes. En France, une famille vient à son tour d'assigner Monsanto et Bayer.
Quand on l'a pris en photo, il était encore meilleur. La voix de Théo Gratalou, 11 ans, est due à une anomalie congénitale. Une malformation qui pourrait être liée à l'herbicide utilisé par sa mère lorsqu'elle était enceinte. Ils ont conservé le flacon qu'ils osent à peine approcher. M'agite pas ça sous le nez, chérie, s'il te plaît. C'est le bidon de glyphosate que j'utilisais pour désherber la carrière. Et on le garde comme pièce à conviction, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à le voir et à le toucher, c'est clair. J'ai passé du glyphosate sur 700 mètres carrés, exactement au moment où, chez Théo, se formaient l'œsophage et la trachée. C'est un moment très très précis, à la fin du premier mois de grossesse. Et donc à l'époque, j'étais enceinte de Théo, il a été conçu début août, et j'ai passé ce produit sur la fin du mois d'août. À la naissance de Théo, ses systèmes respiratoires et digestifs communiquaient. Le médecin qui l'a sauvé a attesté que l'herbicide avait probablement causé cette anomalie. Théo a subi une trachéotomie. Depuis, il vit avec un trou dans la gorge. Le fait de parler, de pouvoir t'alimenter, t'as l'impression de pouvoir vivre une vie tout à fait normale ou tu te sens quand même handicapé et diminué? Bah, non, honnêtement non, parce que par exemple à l'école, je me sens pas diminué par rapport aux autres. Enfin, peut-être à part en EPS où je peux pas faire de natation ni de course longue. Pourquoi? Parce que course longue, j'ai moins de souffle que les autres. Et natation, bah, je suis pas étanche. Je suis pas étanche. Non, c'est vrai, t'es pas étanche, chérie. Les Gratalou gardent le sourire, mais ils sont convaincus que le glyphosate est un poison en vente libre. Après 11 ans de calvaire, ils viennent de porter plainte. Le déclic a été la révélation des Monsanto Papers. Pour nous, c'est une insulte aux souffrances de Théo, à tout ce qu'il a subi depuis qu'il est né. Il a subi 53 opérations. 53 opérations. Il a 11 ans. Il respire avec une trachéotomie, il n'a pas de corde vocale. Pourquoi vous portez plainte? Qu'est-ce que vous cherchez à travers cette plainte? On cherche à ce qu'enfin ils prennent conscience. Donc Monsanto, Bayer, mais aussi les pouvoirs publics, de la réelle dangerosité de ce produit. Que ce n'est pas juste des batailles d'experts et des postures. On n'est pas dans la posture, nous. On est une famille avec un enfant qui souffre. On n'est pas du tout dans la posture. Et toi, Théo, t'es en colère? Bah oui, contre Monsanto. Contre les dirigeants de Monsanto et Bayer qui ont acheté Monsanto. Qu'est-ce que tu éprouves à leur égard? Pourquoi tu es en colère? Bah, parce qu'ils savaient que c'était mal de vendre le produit, que c'était toxique. Et ils ont continué à le vendre. Tu aurais envie de leur dire quoi si tu pouvais les voir face à toi? Arrêtez de vendre, et même si ça rapporte beaucoup d'argent. Et ben arrêtez. La firme agrochimique rejette toute responsabilité de son produit dans les malformations de Théo. La justice française ne se prononcera pas avant de longues années. En attendant, en 2019, de l'autre côté de l'Atlantique, 7 nouveaux procès devraient se tenir contre Monsanto.